Nos invités sont toujours là, Firmin, Adam et Germain. On parlait donc de la République centrafricaine et ce départ de Karim Mekassoua, dénoncé surtout par la COD 2020. Oui, Adam, vous aviez la parole. Oui, je disais donc c'est l'acteur actuellement encombrant du pouvoir central de Bangui et qu'il faut se défaire de lui et permettre à ce que les autres groupes armés qui, au regard de la situation, sont d'abord pro ce dialogue, de pouvoir venir. S'il faudrait que lui constitue dans cet handicap-là, il va de soi qu'il puisse être renvoyé loin et pour permettre à ce que ce dialogue-là tienne. Mais au même moment, n'oubliez pas, bon, c'est pourquoi je dis quelque part que si tel est que on a la volonté de pouvoir réconcilier et tous ces acteurs entre eux, et je pense qu'il y a tous les moyens de pouvoir le faire, puisque on voit chaque jour que Dieu fait que Akan Touadéra gagne davantage le terrain. Gagne davantage le terrain. Il est aujourd'hui là su faire avec, disons, la diplomatie endogène que de pouvoir calquer ses forces sur les puissances occidentales, ce qui lui a permis de pouvoir gagner un peu plus de terrain en ce qui concerne la gouvernance du pays. Mais il n'en demeure pas moins de constater qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais quelque part également, vous avez posé la question de savoir pourquoi le choix de la France. Ouais. N'oubliez pas il est passé par le Cameroun puis la France. Tout à fait. N'oubliez pas que lorsqu'on pose ce problème-là, c'est une question également d'alliance. On l'a toujours dit que la France est en train de perdre du terrain en Centrafrique et que c'est la Russie et voire même la Chine et d'autres puissances qui sont aujourd'hui des puissances émergentes qui sont devant de la scène. Puisqu'on a tout fait pour orienter le regard des Centrafricains contre la France. Quelque part, moi je dis, ça reste à discuter. Ça reste à discuter énormément, puisque ce qui est dit quelque part au niveau de la population lambda, qu'on connaît très bien que nous ne pouvons pas comprendre les questions géopolitiques qui se jouent au niveau de la Centrafrique. Donc, ils sont majoritairement ceux qui sont les plus nombreux et qui militent en défaveur de l'ascension de la France dans ce pays-là. Et je pense que cette question invoque deux aspects. Soit il va fondamentalement choisir un pays qui se sent d'abord ne pas être inquiété. Où on peut, demain, lorsque Akan Touadéra voudrait qu'on puisse l'expatrier pour jugement, etc., qui sache véritablement que ses intérêts sont assurés, peut être un premier motif qui lui permet de choisir la France. Mais au même moment, on peut dire que voilà, c'était quelqu'un qui roulait. Puis on parle également des rebelles avec qui il était dans la question. Alors lorsque vous prenez tous ces groupes armés là, chacun a quand même des convictions calquées sur une puissance internationale. Et on peut également estimer que voilà, il a forcément des intérêts au niveau de la France. Voilà pourquoi il choisit la France. Il a choisi la France peut-être pour des intérêts parce que le pouvoir en place traite avec les Russes. On peut le dire, Firmin? Oui, peut-être il cherche des alliés. C'est que entre la France et la France va l'utiliser peut-être. La France va l'utiliser entre la France et le pouvoir centrafricain. C'est un total désamour. Et donc, il se dit, là où il peut avoir plus, où il pourrait être beaucoup plus protégé, c'est la France. Et on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'il va proposer à la France. Encore que peut-être la France a des ambitions bizarres vis-à-vis du pouvoir centrafricain. Si on peut passer par lui pour déstabiliser le pouvoir, on le ferait. N'oubliez pas que Hans Félix Patassé, c'était le président qui a été destitué en 2003, mais c'était lui, c'était au cours d'une rencontre à Libreville. À l'époque, il y avait le papa Bongo qui était là et Chirac avait donné l'ordre que son avion n'arrive pas ou ne frappe plus le sol centrafricain. Et arrivé dans les airs, on lui a dit, monsieur, on ne veut plus de vous, on ne veut plus de vous. Et il avait atterri à l'époque ici au Togo en 2000. Et puis c'était là où Bouzizi était arrivé. Bouzizi était arrivé en 2013. On l'a chassé. Et après, c'était qui? C'était Michel Djotodia. Michel Djotodia est arrivé aussi. Et les Français, c'était les François Hollande qui l'ont chassé. Hollande, c'est une phrase que j'ai toujours gardée en 2014. Et je l'ai toujours. Il dit nous ne laisserons pas Michel Djotodia au pouvoir, ou nous ne laisserons pas Michel Djotodia rester au pouvoir jusqu'en 2015. Vous imaginez? Il est revenu à Bangui, il était à Cotonou. Vous imaginez? Il était à Cotonou, il me semble qu'il était entre-temps revenu. Il est revenu
à Bangui. Donc vous imaginez, c'est la France qui décidait un peu. Donc la France, si la France veut déstabiliser encore le pouvoir, ou a l'intention de déstabiliser encore le pouvoir centrafricain, il peut passer par encore passer par des groupes rebelles, chercher un leader comme Makassoua. L'ambition peut être rendue possible si les Russes n'arrivent pas à détruire cette ambition ou ce projet-là. Mais au-delà de tout, bien sûr, on va encore tuer, on va encore décimer des vies humaines. Mais pourquoi ? Entre Centrafricains, ça va toujours se passer comme ça, on le dit toujours ici. Mais la meilleure des voies, c'est de chercher la voie du dialogue. C'est parce que les intérêts sont derrière. Il faut passer par le dialogue. Lui, qui est en train de fuir, il va chercher peut-être une puissance pour se protéger. C'est contre son propre frère. Les gens vont encore mourir. Pourquoi ? Pour quel intérêt ? Autant on s'entretue, autant il y a d'autres puissances qui pillent le pays. Donc il faut aller au-delà et chercher à pacifier véritablement le pays. Germain, est-ce que vous pensez que la COD 2020, qui est une force de l'opposition en République centrafricaine, sera écoutée? Écoutez, pour faire venir le député qui a été déchu, on veut qu'il revienne et qu'il s'explique plutôt au cours du dialogue. Je ne pense pas, parce que la Cour constitutionnelle, c'est déjà la juridiction suprême. Dans un pays, il n'y a plus d'autre voie de recours. Maintenant, si le président veut s'ingérer dans cette procédure, il pourra peut-être le faire, mais je ne vois pas son intérêt à partir du moment où les choses ont déjà atteint ce niveau. Maintenant, si le COD 2020 en fait un préalable avant de participer à cette concertation, peut-être que ça fera bouger les lignes, alors que ce groupement-là n'a aucun intérêt, parce que le député déchu n'est pas membre de ce groupement, donc il ne pourra pas en faire une condition de sa participation. Mais j'aimerais revenir rapidement sur la France, pour dire que la France aussi, c'est le pays des droits de l'homme aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est le pays qui accueille, qui se dit pays des droits de l'homme, qui accueille. On a vu aussi en ce moment... On la voit avec les talibans. Il y a plein d'Afghans, j'allais dire, qui sont en train d'atterrir. Les Afghans plutôt, pas les talibans. Les Afghans. Et les Afghans, j'allais dire, pas les talibans. Les talibans. Donc, actuellement, c'est vrai qu'il y a cette histoire entre la France et ses anciennes colonies. On dit que la France décide de tout, mais en même temps, c'est pas la France qui décide de tout. La France joue sur la cupidité des politiciens africains. Donc, pour le faire, on a vu comment Guillaume Soro est parti de l'Espagne finalement pour se retrouver en France. On a vu le frère de Blaise Compaoré qui est en France, dans la justice burkinabé demande on l'extradit. Jusque-là, ce n'est pas encore fait. On a vu comment tous les opposants béninois, à commencer par Talon lui-même, a dû se réfugier en France. Après, c'est Sébastien Javon. Ce sont les fils Soglo, Sébastien Javon et tous ces gens-là qui se disent harcelés dans leur pays, donc qui retrouvent une terre d'accueil en la France. Donc c'est vrai, la France c'était cette terre d'accueil-là, mais en même temps on pense que c'est elle qui tire toutes les ficelles. Et on pense en Afrique même que le pouvoir est en France, ce qui fait que plusieurs opposants se déplacent régulièrement sur Paris ces années pour aller rechercher le pouvoir. Donc c'est comme si les urnes dans notre pays ne servent plus à rien. Il faut aller dans la capitale française. Et on a vu ici au Togo des candidats dire qu'ils avaient le soutien de l'Élysée, qu'ils avaient des députés en France. C'est quand même un peu ridicule, mais c'est l'Afrique elle-même qui crée cette situation. Quand le président Touadéra a voulu régler le problème sécuritaire avec les Russes, il l'a fait, alors qu'il y a le partenaire traditionnel qui est la France. Donc je pense aussi que c'est la faute des Africains. La France n'est pas forcément derrière tous nos problèmes. C'est nous-mêmes, parce qu'on veut arriver la source du problème même. On veut arriver au pouvoir par tous les moyens, même quand on n'est pas populaire. Donc on va passer par la France et tous ces pays occidentaux qui profitent de nos richesses, toutes ces zones qui sont occupées par les rebelles sont exploitées aujourd'hui. Et l'argent de ces gisements-là, de ces richesses-là qui sortent de nos terres, ça ne va pas dans les caisses de l'État, ça va dans la poche
ces chefs de guerre-là qui entretiennent donc leur milice avec. Donc après, c'est facile d'accuser le blanc, mais il faut que l'Africain revienne un jour se dire il est à l'origine de son propre malheur pour trouver la solution. Je suis d'accord avec un petit élément, bien sûr. Je suis d'accord avec Germain Pauly quand il dit que la France surfe sur la cupidité des Africains. Je suis d'accord. Le problème, c'est les premiers responsables sont les Africains. Mais il faut noter quand même qu'il y a deux France. Et la France des droits de l'homme et la France des dictatures. La France des dictatures, vous imaginez peut-être que c'est la France politique, ça. Oui, c'est la France politique. La France a reçu Kadhafi. Quand Ramaya, la secrétaire d'État aux droits de l'homme, a voulu critiquer, on lui a dit, Madame, taisez-vous, sinon vous sortez du gouvernement. C'était en 2007. La France a toujours Et Sarkozy a aussi dit qu'il fallait passer par là pour libérer les infirmières bulgares. Voilà. Donc, il y a aussi cette France qui a soutenu, ou qui passait ses vacances dans la famille Ben Ali, une des grandes dictatures du XXe siècle, du XXe siècle. Donc, aujourd'hui, Ben Ali n'est pas là. Il y a cette France aussi qui a soutenu Hosni Moubarak. Ouais. Il y a cette France aussi avec Hollande qui a soutenu ou qui a traité avec le pouvoir cubain en 2016, au moment où 9000 opposants cubains étaient en prison. Vous imaginez? Il y a cette France aujourd'hui qui soutient l'Égypte, un pays, je ne sais pas si on peut l'appeler pays des droits de l'homme, mais un pays de dictature. Quand le chef de l'État, Hosni Moubarak, est arrivé au pouvoir, il a dit aux Égyptiens, oubliez la démocratie au moins pendant 25 ans, nous allons nous concentrer nos énergies pour construire le pays. Mais la France, Sarkozy était allé là-bas en Égypte, Hollande était allé en Égypte, Emmanuel Macron est allé en Égypte. Donc, et avec Al-Sisi, comment vous voyez les relations? Avec Al-Sisi, non, et c'est ce que je dis, Al-Sisi, c'est un bon dictateur, vous imaginez. C'est un très bon dictateur. Je dois juste dire que je suis d'accord avec, j'ai même voulu le problème. La responsabilité incombe aux Africains, mais il faut toujours noter qu'il y a deux France. Il y a la France des droits de l'homme et la France des dictatures, c'est-à-dire celle qui soutient aussi les dictatures. On va parler maintenant du Togo. Le ministère de la Communication et des Médias a validé le lundi 23 août 2021 le rapport initial d'évaluation du patrimoine des médias publics audiovisuels. Le processus de mutation Adam des médias publics en office est sur la bonne voie. Et quel est ce processus? Bon, mieux vaut tard que jamais. Vous savez, ce processus-là date depuis 2013, aux sorties des États généraux de la presse togolaise, où des gens avaient estimé qu'il y a nécessité de pouvoir muter ces organes d'État-là en un office pour plus d'efficacité. Puisque quelque part, lorsque nous prenons la sous-région, surtout avec la transition aujourd'hui numérique de tous nos médias, il faudrait arriver à faire en sorte que ces médias-là puissent être des médias davantage attractifs. Puisque aujourd'hui, je pense, c'est la compétitivité au niveau des grandes chaînes internationales. Il est très difficile lorsque vous prenez, surtout en Afrique noire francophone, c'est la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui la référence. Puisque avec Ouattara a essayé de mettre effectivement des moyens pour changer ce qu'est devenu aujourd'hui la RTI, qui est une référence. Je pense que quelque part, lorsque nous prenons, c'est vrai que beaucoup peuvent peut-être me critiquer, et beaucoup de sondages aujourd'hui l'expriment. Il y a pas mal de Togolais, et à part peut-être le journal de 20h où beaucoup attendent, et ça également, ça a été aussi démystifié avec ces instruments numériques que nous avions. On peut plus fondamentalement attendre le journal de 20h pour voir le contenu de ce qui a été dit en Conseil des ministres. Donc il faudrait trouver d'autres canaux pour plus d'attrait de ces organes-là. Et je pense que le regroupement, ce qui est aujourd'hui un exemple, je citais par exemple aujourd'hui, tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a constaté que c'est ce regroupement-là qui a conduit à plus d'efficacité, puisque ça permet de regrouper en un les énergies, de pouvoir ensemble évaluer ce qui doit l'être et avoir plus d'efficacité. On l'a vu également au niveau du Bénin voisin et d'autres pays également, là, le Sénégal, etc. Donc sur ce plan, je pense que le Togo est un peu à la traîne. Et comme je le disais, mais il vaut tard que jamais, je dis, il y a une volonté politique qui s'est exprimée là-dessus et qui estime que c'est une évidence partagée par tous les Togolais qu'il faudrait qu'on en arrive donc à l'office de pouvoir garder ces médias comme ça individuellement, puisque aujourd'hui on les considère plus comme étant
des outils de communication du gouvernement, ce qui est aussi vrai, mais au même moment, est-ce qu'il ne faudrait pas transcender déjà cet aspect-là et arriver à incarner des organes qui sont à l'image du développement voulu par nos autorités. Puisque aujourd'hui, le Togo a essayé sur beaucoup de plans de gagner véritablement des points. Mais ces points-là, aujourd'hui, est-ce que cela s'exprime à satiété au niveau de ces organes-là pour mieux vendre le Togo à l'international par des modules, par des programmes? Je n'y crois pas. Je pense que ceci permettait d'abord d'avoir les moyens. Puisque c'est ce qui est évoqué par ces organes-là, il n'y a pas assez de moyens. Et lorsque vous voyez ces budgets comparés, en tout cas, comparé avec certains grands médias de la sous-région, vous comprendrez que véritablement, il y a une question de moyens qui se pose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits lorsque nous prenons la TVT. D'aujourd'hui n'est plus la TVT il y a 2 ans, 3 ans. Lorsque vous y rentrez, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau du matériel, etc., beaucoup d'efforts ont été faits. Et aussi au niveau de la formation. Il y a eu beaucoup de journalistes de ces médias-là qui ont été formés. Et qui voyagent beaucoup pour être formés. Oui, qui voyagent, mais j'ai vu qu'on a expatrié récemment également des experts au niveau de ces puissances occidentales qui sont venus encore porter main forte au niveau même de la connaissance. Vous savez, lorsqu'on prend les médias aujourd'hui, les médias dans leur globalité ont changé pratiquement de donne. Il faudrait qu'on ait des gens assez performants, percutants pour incarner la vision qu'on veut donner à ces médias-là. Je pense que ceci permettra également de recycler, disons, ces acteurs-là des médias d'État qui ne sont plus véritablement en phase avec cette nouvelle donne-là. Et là, pour le faire, on ne peut pas le faire d'une manière discontinue. Il faudrait qu'on puisse les regrouper en un, en témoin le fait qu'on a l'office qui permet également de pouvoir faire entrer également des fonds. Puisque quelque part, on ne peut pas avoir un média, quel que soit le média, il a besoin des moyens et on ne peut pas toujours faire du gratos. Il faudrait qu'on ait, on puisse donc lui imprimer une marque qui corresponde véritablement à ce qu'on veut faire de nos pays de demain. Germain, l'un des objectifs, c'est la marque, la meilleure là qu'on veut en procédant ainsi. Oui, je pense que avec cette transformation, en tout cas, c'est l'ambition. Et la TVT va pouvoir concurrencer la média privée, un peu comme Niveau TV, qui est une référence aujourd'hui. Voilà, qui est une des références, et d'autres chaînes privées, parce que avec l'ouverture des médias, il y a une pluralité, il y a une concurrence assez rude, ce qui a fait que les citoyens ou les Togolais, et même à l'international aujourd'hui, on regarde beaucoup plus Niveau TV que TVT, qui sont sur satellite. Et au niveau des radios aussi, c'est pareil. Donc, le constat est clair. C'est qu'il faut réadapter ces médias-là par rapport aux enjeux du moment. Il faut dépasser le cadre traditionnel d'exercice du métier dans ces médias où ils sont essentiellement tournés vers la communication gouvernementale. Alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs activités qui pourraient intéresser les médias, qui pourraient aussi faire en sorte que ces médias intéressent davantage les citoyens, mais pour lesquels c'est un peu difficile de par l'organisation même de ces médias d'État. Donc maintenant, il faut passer à une autre étape, à un autre statut qui va donner plus d'autonomie donc à ces médias-là pour qu'elles... Il y a pratiquement un triple objectif, c'est qu'il faut revoir un peu la ligne éditoriale aussi du média, qui tout en restant un média d'État, peut s'ouvrir aussi aux autres citoyens. Et effectivement, cela passe par une amélioration des programmes et des offres donc sur ces chaînes-là, mais en même temps aussi, il faut pouvoir faire en sorte que ces médias-là puissent engranger pour plus produire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ils vivent essentiellement des subventions de l'État. Mais c'est assez compliqué. Il y a des charges. Il y a même des personnes, il y a une partie du personnel qui est recrutée, par exemple, sur le budget de la télévision elle-même. Il faut qu'elle puisse le payer. Il y a des partenariats nouveaux qu'il faut sceller. Il y a un service commercial qu'il faut rendre beaucoup plus percutant et aller chercher de l'argent à travers des partenariats, à travers des offres. Donc je pense que c'est toute cette mutation-là qui est en train d'être faite.
Maintenant, est-ce que c'est forcément ça la solution? Bon, il y a des exemples. On a parlé de la Côte d'Ivoire, on parle un peu du Bénin. Maintenant, il faut pouvoir trouver des dirigeants et puis un personnel capable. Donc, de porter ces chaînes-là vers l'atteinte de ces ambitions-là. Et c'est vrai que l'État, on le constate, se désengage de plus en plus à travers ce qu'on appelle généralement les privatisations. Mais dans le cadre du média, là, c'est d'abord un média de service public. L'État a intérêt à avoir un média, mais un média beaucoup plus autonome et indépendant qui puisse concurrencer les médias privés dans l'offre éditoriale, dans l'offre au niveau des programmes. Et c'est aujourd'hui donc le grand défi qu'il faut pouvoir relever avec cette mutation qui est en train d'être opérée. On espère que l'actuel ministre réussira ce pari-là. L'État a déjà engagé la TVT, par exemple, dans cette voie-là. Vous avez vu avec l'accord de la Chine, tout ce qui a pu être fait à la TVT, un renouvellement total des infrastructures et du matériel. Donc aujourd'hui, c'est une autre image de la TVT qui est en train d'être véhiculée. Et derrière, il faut cette machine-là. Et on espère qu'avec l'Office, ça va marcher. En tout cas, c'est notre vœu. On parle de la TVT, de Radio Lomé, de Radio Cara, de l'ANPA, un office OR-TVT. Vous savez, l'un des grands objectifs de notre centre nouvellement créé, Centre de recherche et de géopolitique internationale Femeteco Agbo, c'est de contribuer à faire rayonner le Togo sur la scène internationale. Parce que je l'ai dit et je l'assume, je l'assumerai toujours, en 15 ans, le Togo a nettement évolué. Quoi qu'on puisse reprocher à ceux qui dirigent, le Togo a évolué. Je me demande si on ne nous avait pas coupé la coopération pendant 15 ans. Où est-ce qu'on serait aujourd'hui? On a vécu sans coopération, on a tenu sans coopération. Et en 15 ans, lorsque l'actuel chef de l'État, en 2005, il est arrivé au pouvoir, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, les indicateurs étaient ouverts. Mais en 15 ans, il a su redorer le blason et tous les partenaires qui avaient fui le Togo sont revenus. Même si les gens attendent encore beaucoup. Mais même si les gens attendent, moi je dis toujours au pouvoir de faire assez d'efforts parce que les gens ne mangent pas encore. Il y a des gens qui ne mangent toujours pas encore à leur faim. Mais en termes d'infrastructure, sur le plan économique, il y a des chiffres macroéconomiques qui sont toujours appréciables. Et le Togo est revenu... Des chiffres qui sont trompeurs quelquefois, ces chiffres macroéconomiques. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Nous sommes au Togo. Nous voyons ce qui se passe. Vous voyez les chiffres? On voit, on touche la réalité du doigt. On voit les effets du chiffre. C'est comme il y a quelqu'un qui est revenu de la Belgique il y a de cela 2 ou 3 jours. Quand c'est une dame, elle est revenue, son cousin lui a dit je vais te faire balader un peu dans la capitale Lomé. Puis elle lui dit non, laisse ça, vous nous trompez. La personne a quitté en 2010. Elle est revenue, on lui a fait balader. Elle n'a pas vu les transformations. Elle n'a pas vu les transformations. Non, on l'a fait balader un peu dans la zone Agoué. Et puis, on l'a fait parcourir le territoire. Elle est allée jusque dans le Wawa et autres. Mais la personne a dit, mais c'est quoi cette histoire? On ne parlera pas du Togo. Ce n'est pas pour dire, ce n'est pas pour faire l'éloge de X ou de Y. Moi, je parle de mon pays, le Togo. Et moi, je dis que le Togo est en train d'évoluer. Et ce sont des choses qu'on doit servir à l'international. Ce sont des choses qu'on doit dire au monde, qu'on doit présenter au monde. Parce que quand vous allez sur Internet, il y a tellement d'images du Togo que l'Internet a conservé et dont les gens se servent régulièrement pour peindre en noir davantage notre pays. Donc vous pensez que cette mutation va pouvoir permettre de dire bien tout sûr, ce qui se passe au Togo, à l'étranger? Exactement, ce qui ne nous aide pas. Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? C'est dire que avec tout ce que nous sommes en train de faire comme effort aujourd'hui, si la télévision ou si les médias publics se dit nous ne pouvons pas ramer à contre-courant du monde, mais il faut qu'on travaille au rayonnement de notre pays. Peut-être la diaspora ne serait pas autant mobilisée pour peindre en noir notre pays. C'est-à-dire, nos médias publics, comme nous parlons de la presse, nous reprochons un certain nombre de choses. On a l'impression que nos médias publics, dans leur forme actuelle, ne peuvent s'adapter aux exigences du XXIe siècle. Il faut aujourd'hui passer en office, devenir beaucoup plus compétitif
et chercher à comment avoir de l'argent, comment avoir un personnel de qualité, comment avoir un programme de qualité pour pouvoir tout d'abord vendre votre pays à l'international. Regardez ce que le président Xi Jinping fait régulièrement en Chine. Chaque fois, régulièrement, pas chaque semaine, il se balade dans les médias publics. Il leur dit, la Chine, c'est nous qui allons la vendre. La Chine, c'est nous qui devons l'exporter. Et il motive les journalistes. Il dit, ces images-là, vous devez les passer. Et ce sont ces images qu'on nous passe. Quand vous voyez, par exemple, comment en 10 ans, 15 ans, les Chinois ont construit des routes, des autoroutes pas possibles, vous allez vous dire, mais, parce qu'on a mis un accent particulier sur ça pour faire rayonner. Quand la Chine de Parlement, quand vous voyez ça, vous dites, mais les Chinois, c'est des génies. Parce que les médias ont eu à jouer un grand rôle. Et moi, je me dis aujourd'hui, si nos médias peuvent le faire, ce sera une très bonne chose. Regardez, pourquoi les gens écoutent RFI? Pourquoi les gens écoutent France 24? Mais c'est des instruments qui font rayonner la France de par le monde. Ouais. Parce qu'ils font un programme de qualité. De qualité. Même si ils exagèrent dans la communication en ce qui concerne l'image de la France, mais tout le monde a envie de l'écouter parce qu'ils ont un programme de qualité. Nous aussi, on peut devenir office et vendre notre pays à l'international parce que le monde a besoin de nous et nous le changerons. Germain, oui, office, d'accord, mais il y aura derrière, et tout le monde, tous les Africains l'espèrent tous, de la qualité. Oui, la qualité, c'est pas sur papier. Hein, je pense que c'est ce que je disais après, pour porter toutes ces ambitions. Il faut des gens qualifiés et capables de le faire. Hein. Déjà, commencer par la tête. Et là, je pense que le directeur de la TVT est pratiquement à la retraite. Et quand ça va changer, qui est cette personnalité-là qui sera nommée à la tête de la nouvelle structure. Après, nous savons que dans les médias d'État, il y a plus de journalistes formés que dans la presse privée. Mais est-ce qu'on permet à ces journalistes-là d'exprimer leur potentialité, ce qu'ils connaissent? C'est pas souvent le cas, parce qu'on rentre dans une routine, on met en avant l'information officielle, et il y a plein d'autres informations sur lesquelles ces journalistes-là, quoique très qualifiés, donc ne se dirigent pas vers ces informations-là. Donc après, il faut un personnel du DG plus petit collaborateur, expliquez-moi le terme, que chacun travaille à ce qu'on arrive à cela. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de management qu'il va falloir régler, mettre une personne capable de porter ses ambitions. Après, c'est d'amener le personnel à s'inscrire dans la dynamique et dans les objectifs qu'on poursuit et de laisser éclore donc le talent de ces journalistes-là. Mais je pense aussi qu'il faut faire des partenariats avec des structures autres et pour avoir des productions indépendantes qui passent sur ces chaînes-là. Donc, j'espère que ceux qui sont derrière, ceux qui pilotent ce projet-là ont déjà vu tous ces aspects-là et que tout est mis en place pour qu'enfin on arrive à avoir des médias d'État beaucoup plus portés vers le développement, beaucoup plus rassembleurs, beaucoup plus, qui reflètent beaucoup plus l'image de ce Togo qui commence par rayonner sur la scène internationale. Adam, on a encore 1 minute. J'ai parlé beaucoup. Vous savez, ce qui est beaucoup plus important dans ça, lorsque vous prenez par exemple l'ANPA qui a été citée comme membre et intégrant l'office, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir dissocier leur attribution réelle. C'est très difficile. Or, lorsque vous prenez par exemple l'agent togolais de presse, nous sommes tous professionnels ici, on sait le rôle d'une agence, c'est de produire le contenu, des contenus pour les autres médias. Or, aujourd'hui, il n'y a pas une ambition de pouvoir imprimer à ces organes-là, d'abord leur rôle, puisque j'ai pris tout à l'heure le cas de l'ANPA et de la TOP, et vous prenez par exemple le cas de Togo Presse, où par exemple, au lieu d'imprimer cette marque-là, cet organe-là, on a plus tendance à orienter le regard sur celui qui le dirige. Est-ce que c'est celui qui le dirige ou carrément pouvoir rendre performant donc c'est l'institution en lui-même? Mais au même moment, il y a aussi l'autre aspect qui se pose au niveau du contenu. C'est vrai que récemment, il y a le directeur de la communication de la présidence qui le disait. Nous prenons par Radio Lomé qui a fait un effort en introduisant
disons, une rubrique politique. Parce que quoi qu'on dise, si vous ne vantez pas ces rubriques-là, de toutes les façons, la population l'obtiendra ailleurs. Donc, autant l'intégrer dans les rubriques pour faire en sorte que ces médias-là répondent véritablement aux attentes des populations. Mais à un moment donné, la TVT, par exemple, souffrait du tarissement du personnel parce que les gens sont plus orientés à aller avoir donc, des pots de chargés de communication qui n'est pas leur attribution. Parce que lorsque vous assumez, par exemple, le chargé de communication, c'est autre formation entièrement. Et là, c'est ce qui crée la plupart du temps des clivages entre ces gens-là et les acteurs de médias, puisque ce n'est pas leur rôle. Or, normalement, donc, je pense que tout ceci permettra de renforcer tous ces équilibres-là et permettant véritablement qu'on ait des médias qui répondent à la vision des anticipations du pays. Adam Adjronou, vous êtes directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci à vous. Merci également à Germain Pauluy, directeur de publication de Togo Réveil. Infini merci à Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique. Merci également à vous pour l'attention toute particulière apportée à l'émission. On se retrouve donc la prochaine fois. Nos programmes se poursuivent.